J'ai appris un nouvel art martial, j'ai appris à faire de nouveaux mouvements, j'ai appris à faire un kickflip, j'ai réussi à guérir des blessures chroniques grâce aux rêves lucides. Finalement, ce que je lis tous les témoignages de personnes qui sont intéressées aux rêves lucides en matière de mouvement, c'est-à-dire comment utiliser le rêve lucide pour augmenter notre capacité de bouger, ce que j'ai remarqué, c'est que nos possibilités corporelles sont quasiment illimitées. Et c'est pour ça que j'ai fait cette interview avec Clément, la nation des 3%, sur les rêves lucides. Une conversation vraiment très importante d'1 heure qui va vraiment balancer du lourd en termes de contenu. Du coup, j'espère que ça va vous plaire. Regardez vraiment cette vidéo jusqu'à la fin. C'est une vidéo qui m'a vraiment beaucoup plu, où j'ai appris des choses et je pense que cette vidéo va vraiment dramatiquement impacter votre manière de voir la pratique sportive, de voir les performances et également la santé. Donc voilà, en attendant, bon visionnage et à bientôt. Bye. Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais enfin parler des rêves lucides. Du coup je me trouve ici avec mon double Clément de la nation des 3%. Et je vous avais parlé du fait que j'allais faire cette vidéo. À chaque fois je disais ouais je vais faire une vidéo sur le rêve lucide et ça s'est pas fait. À chaque fois il y avait des trucs qui m'empêchaient de le faire. Et là c'est bon, le jour est arrivé, on va parler des rêves lucides. Mais du coup la question qui se pose maintenant c'est pourquoi parler des rêves lucides? Et tout simplement parce que si maintenant vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, j'avais fait une vidéo sur le pouvoir de la visualisation. Sur comment finalement, simplement grâce à la visualisation, on peut devenir meilleur en mouvement et apprendre de nouvelles compétences. Et plein d'études ont été faites à ce sujet, notamment en basket, où on avait comparé des groupes qui s'entraînaient à faire le lancer franc physiquement, et aussi un autre groupe qui s'entraînait simplement grâce à la visualisation, et bien sûr aussi un autre groupe qui lui ne s'entraînait pas du tout. Et les résultats de cette étude était assez intéressant, même s'il y avait aussi d'autres études qui ont été faites sur plein d'autres sports. Mais du coup, le fait de visualiser était suffisant pour avoir pratiquement les mêmes résultats que l'autre groupe qui lui s'entraînait physiquement. Et d'un point de vue cette fois neurologique, ce qu'on avait remarqué, c'est que l'activité du cerveau, lorsqu'on fait un mouvement, est la même que lorsqu'on l'imagine. C'est-à-dire que lorsque vous imaginez, lorsque vous visualisez le mouvement, votre cerveau reprend les mêmes chemins ou prend les mêmes chemins qu'il ferait si maintenant il était en train de faire le mouvement. Et du coup, oui, on peut apprendre de nouveaux mouvements grâce à la visualisation. Et ça, c'est déjà cool, ok, la visualisation. Mais qu'est-ce qui se passe si maintenant, de ce contexte, maintenant on l'agrandit et que maintenant, au lieu de visualiser simplement, on se trouve dans un contexte beaucoup plus grand qui est celui des rêves lucides. Et là c'est complètement différent. Quelles vont être maintenant les limites de notre corps? Est-ce qu'on va être impacté par exemple par les limites de notre corps, par finalement aussi nos limites psychologiques, par exemple la peur? On va pas être impacté forcément par ces choses. Et du coup ça va être intéressant maintenant de découvrir avec Clément jusqu'où on peut aller avec notre corps dans nos rêves. Du coup, ce que tu peux faire déjà, Clément, c'est nous donner un peu, pour l'instant, ton background par rapport aux rêves lucides et quelques expériences que tu as pu faire. Ok, alors mon background sur les rêves lucides, je dirais que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aspect thérapeutique des rêves lucides et l'aspect comment est-ce qu'on peut devenir plus fort grâce aux rêves lucides. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça, j'ai commencé à, tout simplement, je me suis fixé un défi, pendant 30 jours, je vais essayer de faire des rêves lucides et je fais des bilans au fur et à mesure de où j'en suis, de qu'est-ce que j'ai testé, etc. Et je m'attendais à, j'espérais éventuellement faire un rêve lucide dans les 30 jours et j'en ai fait 8, donc c'était assez fou pour moi. Et maintenant que j'ai acquis certaines compétences, franchement très rapidement, en 30 jours, qui m'ont permis d'arriver régulièrement à faire des rêves lucides, forcément qu'après on a envie d'aller plus loin, on a envie de tester les choses. Donc j'avais vu pas mal d'études sur le sujet, j'avais vu le cas d'un gymnaste qui est devenu champion dans sa pratique parce qu'il se visualisait en rêve lucide. En fait, dans ses rêves lucides, il imaginait son partenaire d'entraînement faire la figure qu'il voulait travailler lui et il regardait précisément comment son partenaire d'entraînement faisait et ensuite il le refaisait dans la vraie vie et il progressait énormément grâce à ça, ce qui lui a permis de gagner des titres de par sa pratique la nuit en fait. Ça me semblait vachement intéressant et aussi pour tout ce qui touche à
à l'aspect thérapeutique de discuter directement avec son inconscient, puisque les personnages qu'il y a dans nos rêves sont des parties de notre inconscient, et si tu leur poses des questions et qu'ils te répondent, c'est comme si ton inconscient directement te répondait. Et du coup, j'ai voulu tester un peu tout ça et voir ce qui était possible. On dit en rêve, tu peux absolument tout faire, 100% de ce que tu imagines, tu peux faire, et j'ai voulu tester. Et une des expériences qui est assez significative pour moi, c'est celle de voler. J'ai voulu travailler le fait de voler dans mes rêves. Et la première fois que j'ai essayé, j'arrivais même pas à décoller. Je restais vraiment figé au sol, je ne bougeais pas. Et ça m'a un peu choqué, puisque je me suis dit, on est censé pouvoir tout faire dans nos rêves, on est censé avoir le contrôle absolu sur ce qu'on fait, et j'y arrive pas. Et j'ai fait un deuxième rêve lucide où c'était il n'y a pas longtemps quand j'étais en Indonésie, j'étais dans une station dans la jungle et grâce à la technique que j'utilise, je vous en parlerai probablement en fin de vidéo, pour déclencher le rêve lucide. Je déclenche le rêve lucide, je suis toujours dans cette cabane dans la jungle et je sors de la cabane pour essayer de voler. Et là j'essaie de me laisser emporter et en fait je tombe face contre terre et je m'enfonce dans le sol. Et au fur et à mesure que je m'enfonce dans le sol, il y a une voix qui me dit « Mais pourquoi tu essaies de voler? T'es trop nul, t'as gâché ton potentiel, tu sers à rien, tu n'y arriveras jamais, etc. » Et qui commence à me plomber. Et c'était au final mon inconscient qui me dictait pourquoi j'arrivais pas à voler. Et j'arrivais pas à voler parce que c'est attaché à mon image de moi-même inconsciente. Et du coup, ça a un peu mis du plomb dans l'aile dans l'idée qu'on peut faire tout ce qu'on veut et travailler tout ce qu'on veut dans les rêves lucides, parce que je voyais que, pour des raisons émotionnelles, j'arrivais pas à voler. Mais le fait de m'être rendu compte de ça et de l'avoir interprété par la suite fait que la semaine dernière, j'ai fait un nouveau rêve lucide où j'ai essayé de voler, et cette fois, j'ai réussi à m'envoler. J'ai pas réussi à aller aussi loin que je voulais, mais j'ai réussi à m'envoler parce que je suis devenu conscient de ce schéma récurrent d'autocritique intérieure. Et du coup, de ce que j'ai pu observer, en comparant avec les études, tout porte à croire d'un point de vue neurologique qu'il est possible de travailler des mouvements spécifiques dans ces rêves. Et il y a plein de choses sur lesquelles j'ai du contrôle dans mes rêves. Il y a plein de... Je peux me déplacer où je veux, je peux parler, je peux faire apparaître des personnages. Donc si je peux faire apparaître des personnages, je pourrais très bien faire apparaître des barres parallèles, faire apparaître un panier de basket, faire apparaître un ballon et jouer. Mais il y a aussi l'inconscient qui est toujours présent et avec lequel il faut un peu se combattre, on va dire, pour arriver à travailler ce qu'on veut travailler. Donc je pense que ça complexifie un peu la tâche, dans le sens où si je veux faire 15 saltos arrière dans mon rêve, il est possible que selon les individus, il y ait des difficultés sur le chemin. Et voilà, ça n'enlève pas que toutes les études portent à croire que, en effet, on travaille vraiment les compétences à travers le rêve, ce qui est vrai aussi pour les peurs, pour les cauchemars. J'ai pu plusieurs fois contrer des cauchemars que j'avais dans le rêve, et ce qu'ils ont prouvé dans les labos, c'est que ça permet de, par exemple, réduire l'anxiété. Les cauchemars dans le rêve, c'est, on va dire, une métaphore des peurs qu'on a, et en combattant le cauchemar, on combat la peur dans la vraie vie. Donc l'impact du travail dans le rêve sur la vraie vie est démontré et il est évident. Mais voilà, il y a peut-être quelques petites difficultés à passer pour pouvoir travailler, par exemple, des mouvements spécifiques selon le sport que vous pratiquez. Ok. Du coup, merci. Du coup, dans tous les cas, psychologiquement, on sera limité dans notre approche physique dans nos rêves. Ouais. C'est intéressant vu que déjà vous allez être limité psychologiquement dans votre approche de mouvement dans la vraie vie. Parce que il y avait un exercice qu'on avait fait en Butto qui est lorsque tu imagines par exemple être toi dans le passé ou toi dans le futur, et ben on remarque que physiquement tu n'as pas les mêmes capacités. Et aussi des études qui ont été faites par rapport à des gens qui étaient schizophrènes, et en fonction de leurs différentes personnalités, ils avaient accès à différentes capacités physiques, ce qui prouve qu'aussi dans la vraie vie, eh ben, tu es énormément limité par tes croyances que tu as sur toi-même. Parce qu'on n'expérimente pas la vérité telle qu'elle est, on l'expérimente par rapport à nos croyances. Et du coup aussi par rapport
à ce que tu as dit par rapport à l'approche thérapeutique, je trouve que c'est aussi du coup intéressant à résoudre des problèmes thérapeutiques aussi qui pourraient justement à ce moment-là vous permettre de bouger mieux, mais dans la vraie vie aussi. Ouais, c'est évident. Un truc qui, tu parlais des schizophrènes, mais il y a un exemple beaucoup plus concret. Imaginez que je vous dis là, courez 40 km. Vous allez courir 10 km, vous allez être éclaté, vous allez arrêter. Maintenant, imaginez que je vous suis en vélo, parce que bon, quand même, je vous suis en vélo avec un flingue, et je vous dis, si tu t'arrêtes, je te tire dessus. Qui échouerait ces 40 km? Personne. 100% des gens arriveraient à aller au bout de ces 40 km, même lentement, mais ils y arriveraient. Ce qui veut dire que, émotionnellement, tu dis, ah non, je peux pas, c'est trop dur, tu vas avoir tendance à arrêter, ou même à pas tenter à 100%, sauf qu'un simple changement d'état émotionnel, exemple, peur de mourir, peut faire que tu atteins des compétences exceptionnelles. Et il y a plein d'exemples de ça, des mères qui sauvent leur enfant, qui soulèvent des voitures parce que leur enfant est coincé dessous. Il y a des exemples de ça. Et ça paraît science-fiction, c'est pas de la science-fiction. C'est que tu accèdes, tu as un boost par exemple d'adrénaline énorme qui te donne des capacités quasi surhumaines. Et là, je prends des exemples un peu chocs pour montrer que c'est possible, mais à un niveau moins choc et tout simplement capacité de se mouvoir. Il y a une étude qui m'a fasciné. Ouais. Il mettait des gens dans une pièce et il faisait flasher des mots sur l'écran très rapidement, trop rapidement pour qu'ils puissent savoir consciemment ce qui a flashé sur l'écran, mais suffisamment lentement pour que le cerveau, la partie droite, donc émotionnelle du cerveau, les capte. Et il projetait sur l'écran des mots qui avaient attrait à la vieillesse pour le groupe A et pour le groupe B des mots neutres. Et il leur disait voilà, l'étude est finie et vous pouvez partir. Et en fait, c'est là que l'étude commençait. Il mesurait le temps que les gens mettaient pour aller de la salle à l'ascenseur. Et truc hallucinant, les gens qui avaient vu des mots de vieillesse flasher à l'écran, ils mettaient 1 seconde de plus, qui mettaient 8 secondes et les autres 7 secondes en moyenne, pour accéder à l'ascenseur. Ce qui veut dire que le simple fait d'avoir des mots et des pensées et des émotions qui traînent dans votre esprit fait qu'il y a un autre truc qui marchait plus courbé aussi. Ils avaient le dos plus courbé, ils allaient plus lentement. Et ça prouve que l'état émotionnel va directement influer sur la capacité de mouvement, sur la posture et sur plein de choses. Et un autre exemple aussi, c'est Jordan Peterson qui en parle beaucoup sur les homards. Et au final, n'importe quel animal, quand il y a un combat de domination, celui qui perd repart les épaules baissées, celui qui gagne repart avec une posture plus droite. Ce qui prouve bien que littéralement, d'un point de vue émotionnel, l'émotionnel déclenche des sécrétions biologiques qui elles-mêmes dirigent ta posture. Et en fait, pour moi, ce que j'ai observé dans mes rêves lucides, c'est que le rêve lucide permet mieux que toute autre chose à accéder au blocage émotionnel inconscient et à littéralement mettre la main dans ce blocage inconscient et le modifier pour changer l'aspect émotionnel et donc pouvoir mieux bouger, pouvoir se sentir plus fort et tout un tas de choses. Ouais, c'est vraiment super intéressant. Et pour revenir aussi par rapport à certaines choses que tu as pu dire, aussi par exemple par rapport au homard, si on donnait des antidépresseurs à l'homard qui avait perdu, et ben à ce moment-là, sa posture qui changeait, il avait aussi nouveau beaucoup de force et il pouvait de nouveau se combattre. Ça c'était ouf. Et aussi de ce que tu parlais là, j'ai l'impression que c'est un exemple qu'on dit souvent, ah oui, la mère qui veut sauver son enfant, elle soulève une voiture. Et ça c'est très très intéressant parce que vous avez peut-être vu dans des films où il y a quelqu'un qui se fait électrocuter de manière hyper forte et boum, il se retrouve en arrière, mais genre plusieurs mètres en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, ce que ça arrive, il n'y a pas d'explosion. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se fait rejeter en arrière? Le truc, c'est que c'est pas vraiment l'électricité en soi qui fait en sorte qu'il aille en arrière. C'est que l'électricité va créer une contraction si forte qu'il aura tellement de force qu'il va lui-même se jeter en arrière. Et ça c'est dingue, c'est-à-dire que vraiment vous avez un coup d'électricité si fort que vous vous jetez en arrière, c'est vous-même vous vous jetez en arrière. Ça c'est hallucinant parce que ça prouve la force qu'on a dans notre corps. Cependant cette force vous la voyez pas au JO, vous la voyez que dans les moments comme ça. Ah je me fais électrocuter, ah je veux sauver mon enfant. C'est là où vous voyez vraiment notre potentiel. Et merde, pourquoi on n'a pas accès à ce potentiel?
Et c'est parce que c'est notre corps qui finalement nous limite pour pas qu'on se blesse. Et du coup, ok, c'est notre corps qui se dit j'ai pas envie que tu te blesses, j'ai pas envie que maintenant tous tes muscles ou tous tes tendons pètent. Mais alors ça veut dire que si notre corps pense qu'il n'est pas en danger, il accède à plus de force. Parce qu'il se dit ah ok, ah non ça va pas péter, du coup je peux donner déjà un peu plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe si maintenant, grâce au rêve lucide, vous arrivez à vous convaincre que ah oui, ça peut aller, je peux courir un peu plus, je peux soulever un peu plus. Parce que finalement, en sport ou dans la vie de manière générale, c'est juste une histoire de se permettre d'y arriver, plutôt que finalement de s'entraîner pour y arriver. Ouais, ça me fait penser à... Ça me fait penser au final à Dragon Ball Z. Il y a un passage où Sangoku va se mettre dans une sorte de grosse capsule où il change la gravité pour s'entraîner à une gravité plus élevée, de telle sorte qu'il va devenir plus fort. Et le rêve lucide, c'est pareil, c'est comme une capsule. C'est comme une capsule où tu sais que tu peux t'entraîner. Et si tu fais tes tests de réalité et que tu arrives vraiment à te rassurer sur le fait que oui, je suis bien dans un rêve, non, il n'y a pas de risque, tu peux tenter des trucs de fou. Parce que tu sais que même si tu meurs pas, en gros. Et du coup, il y a vraiment cette phase où tu te crées cette capsule de confiance qui du coup peut rassurer ton corps à tenter des choses nouvelles. Et après, ça ne fait pas doute que tu peux l'utiliser en fonction de tes buts, soit pour travailler l'aspect émotionnel, c'est-à-dire un truc que j'ai fait par exemple, j'allais demander à mes personnages de rêve qu'est-ce que je dois faire pour être plus heureux. Et ils te répondent, ils te balancent des réponses qui te touchent beaucoup plus fort, parce que même si c'est un conseil basique, le fait de l'entendre par un personnage de rêve, de l'entendre directement de ton inconscient, dans cet environnement particulier, fait que ça donne 10 fois plus de puissance au conseil. Et du coup, aussi parce que ça donne plus de puissance au conseil, parce que tu l'as reçu dans ce contexte particulier, ça fait qu'il y a un effet supplémentaire placebo. Parce que comme il me vient de mon inconscient, je vais y croire encore plus fort, et du coup, je vais tout simplement l'appliquer peut-être avec plus de rigueur, et le laisser agir plus en moi. Donc je pense que non seulement tu peux travailler physiquement dans un espace safe et du coup tenter des choses plus risquées et y aller plus fort, mais il y a en plus de ça un effet placebo qui augmente tes performances, qui augmente l'efficacité du geste thérapeutique que tu es en train d'essayer de faire. Ouais, carrément, ouais, c'est très intéressant. Ce que je me disais aussi pendant que tu parlais de ce sujet, j'ai pensé aussi à toutes ces personnes qui se disent « Ah, j'ai pas le temps de faire du sport ». Et finalement, pouvoir travailler lorsqu'on dort, c'est quand même ouf. Ça me fait penser, du coup, si on va continuer dans des références comme ça, à Doctor Strange, qui, lui, dans son rêve, continuait, il arrivait du coup à dédoubler sa personne, et pendant qu'il dormait, son corps physique dormait, et ben son corps spirituel, en fait, dans le film, et ben continuait à lire des livres et à s'entraîner. Et du coup, on se dit, ah ouais, mais il n'y a que 24 heures dans une journée, déjà en plus, il faut dormir au moins 8 heures par jour, parce que sinon, eh ben, ça va pas aller pour le reste de la journée, etc. Ok, 8 heures par jour, ça donne maintenant 8 heures en plus en soi. Bon, même s'il y a différentes phases dans le sommeil, du coup pas 8 heures tout à fait, mais au moins ça laisse déjà beaucoup plus d'opportunités finalement pour travailler sur soi et pour travailler en mouvement. Ah, j'ai pas eu le temps de finir ma séance? Ok, je la ferai ce soir en dormant. Ouais, moi j'ai beaucoup la peur de mourir et beaucoup cette notion de ah putain, il y a un temps limité dans la vie, il faut vraiment que je me dépêche pour profiter pleinement de la vie. Et concrètement, tu ne peux faire de rêve lucide que pendant la phase paradoxale du sommeil paradoxal, la phase du sommeil paradoxal. Et du coup, c'est assez peu en termes de quantité de temps où tu peux vraiment, véritablement être lucide. C'est une quantité assez faible de temps, mais ne serait-ce que 2 minutes de lucidité, c'est un sentiment de fou. C'est un sentiment de fou parce que c'est 2 minutes de vie en plus. C'est énorme. Si là, je vous dis, tu peux mourir maintenant ou je te donne 2 minutes de plus,
qui dirait non à ces 2 minutes? C'est énorme. Si littéralement je vous disais là tu vas mourir mais je te donne 2 minutes de plus, qu'est-ce que vous feriez? Vous iriez appeler tout le monde, les gens que vous aimez, et ce temps serait hyper précieux pour vous. Littéralement, chaque fois que vous avez un rêve lucide, vous avez au moins 2 minutes de plus de vie. Par jour. Par jour. Et enfin par jour vous y arrivez, ça dépend de la pratique. Moi je suis assez débutant au final, ça fait que 1 mois et demi que je fais ça et j'ai réussi 8 jours sur 30. Mais ce sentiment de se dire putain j'ai gagné 2 minutes de vie en plus dans lesquelles je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais, même si vous y arrivez que 2 minutes, c'est un truc de fou. La sensation que ça donne de vivre une deuxième vie, c'est un truc de fou. Et moi ça a été hyper riche et bon, outre les expériences géniales que j'ai fait en rêve lucide, c'est vraiment cette idée de je vis plus longtemps sans ça. C'est comme si je vivais une deuxième vie. J'ai ma vie normale et j'ai ma vie de nuit. Et c'est un cadeau. Quand on a cette conscience qu'on va mourir un jour, rien que 2 minutes, c'est hyper précieux. Et c'est cette sensation, il y a vraiment ce sentiment, quand tu vis les trucs en rêve lucide, tout est plus puissant, tout est plus fort. Tout est plus fort émotionnellement. Et du coup, déjà, tu te réveilles le matin, tu te dis waouh, j'ai vécu 2 minutes de plus de vie consciente, mais en plus de ça, comme tout est plus fort, eh bien, évidemment que les effets de tout ce que tu fais en rêve lucide seront plus grands. Parce que là, tu as juste l'aspect émotionnel qui est beaucoup plus chargé, et en plus, tu peux agir dessus. Donc, une fois qu'on a vécu ça, ça devient évident que travailler en rêve lucide, ça ira plus vite que de travailler dans la vie éveillée. Ok. Mais du coup, la question que je me pose là maintenant, vu que moi j'ai pas vraiment fait d'expérience de rêve lucide, enfin comme toi tu l'as fait, peut-être quelques fois genre dans toute ma vie par chance quoi. Mais 2 minutes alors, en termes de travail, est-ce que qu'est-ce qu'on peut réellement faire pendant 2 minutes? Alors, ce qui semble se vérifier dans les études, c'est que le temps du rêve est le même que le temps de la réalité. C'est-à-dire que 2 minutes en rêve, c'est 2 minutes dans la réalité. Du coup, c'est différent que ce qu'on nous dit dans Inception alors c'est différent de ce qu'on nous dit dans Inception. Okay. Après, eux, ils disent que tu accèdes à un nouveau niveau de profondeur et que c'est là que c'est démultiplié. Peut-être, moi, j'en suis pas là. Dans les études, les gens restent au niveau 1 de profondeur, si on prend l'exemple de Inception. Et là, ce qu'ils observent, c'est que le temps de rêve est le même que le temps de la réalité. Après, dans Inception, je l'ai re-regardé de nouveau et il y a plein de trucs où je me disais c'est de la science-fiction et que j'ai fait en rêve lucide. Et du coup, je me dis waouh, je saurais plus dire quoi précisément, mais vraiment en regardant le film, je me suis dit, j'ai vu un film totalement différent après avoir fait des rêves lucides. C'était vraiment un film différent. Mais voilà, il y a ce côté, 2 minutes, c'est pas beaucoup. Et je comprends. Ah ouais, je vais devoir faire des exercices pour que 2 minutes. Mais tout le temps ne se vaut pas. Si je vous dis passer 2 minutes tout seul sur un banc à rien faire ou alors passer 2 minutes à faire l'amour, est-ce que ces 2 minutes se valent? Non. La qualité, la valeur du temps est variable. Et du coup, ces 2 minutes en rêve lucide, 100% des expériences de rêve lucide que j'ai fait, je me suis réveillé en étant, c'était énorme. C'était énorme. Et du coup, c'est peut-être que 2 minutes, mais 2 minutes, ça vaut les 20 minutes de travail par jour que je vais faire pour y arriver. Ça les vaut 100 fois. Ok, intéressant, ouais. Du coup, finalement, 2 minutes dans un rêve lucide, ça paraît peut-être même plus intéressant, enfin d'une certaine manière, à prendre avec des pincettes, mais que 2 minutes que tu aurais dans la vraie vie pour faire un truc. Ouais, ça c'est le risque. Ouais. C'est parce qu'au début, quand j'ai commencé à réussir à faire des rêves lucides, j'avais envie de retourner dormir, quoi. J'avais envie de retourner me coucher. Je me suis dit, la vie éveillée, ça va être moins fun, quoi. La vie éveillée, ma vie éveillée est cool, mais je me disais, ouais, mais en rêve lucide, t'imagines toutes les expériences que je peux faire. Et ça, je pense que c'est le vrai risque, si on est un peu instable émotionnellement, c'est de finir par préférer le rêve à la réalité et de tout faire pour retourner dans le rêve, y compris peut-être se mettre en danger au niveau de la santé en testant des produits qui vont booster ça et qui ne sont pas forcément bons, quoi, ou tout simplement des drogues hallucinogènes pour accéder à des états similaires.
ça peut être un peu dangereux dans ce sens-là, dans le sens de l'addiction tout simplement. Ok, ouais, c'est bien que tu en aies parlé. Après, je me dis, ça c'est le problème d'avoir une mauvaise estime de soi de manière générale dans ta vie, c'est qu'à partir du moment où tu as une mauvaise estime de toi, et c'est le cas de pratiquement tout le monde, mais que dès que tu as des problèmes d'estime de toi, et ben, tu seras forcément prenez, ça se dit, prenez en français, je sais pas, incliné, voilà, tu seras incliné à chercher des états où justement tu peux sortir de toi-même parce que tu n'aimes pas être à l'intérieur de toi-même. Du coup, moi par exemple, une des manières très palpables que j'utilise par exemple pour sortir de l'intérieur de moi-même, ça va par exemple être de courir. Vu que j'ai cet état où au bout d'un moment, à partir lorsque je cours 1 heure, où ça va vraiment devenir compliqué, où j'aurai du mal à être à l'intérieur de moi, que je ressens plus rien. Ou aussi par exemple la malbouffe, de prendre des sucreries, etc. De manière plus générale, penser, être à chaque fois dans ses pensées, avoir des scénarios récurrents encore, toujours dans notre tête. Ça aussi c'est un moyen de sortir de notre corps. Et pour moi ça c'est juste normal, quoi. Bien sûr, si tu as des problèmes d'estime de toi, et ben, tu auras tendance à vouloir rester dans le rêve plutôt que dans la réalité. Ouais, du coup, c'est pas plus dangereux que de faire de la course ou de la muscu ou du sport en général, ou alors les sucreries, regarder des films, Netflix. C'est pas plus dangereux que Netflix. C'est probablement moins dangereux que Netflix en plus. Parce que Netflix, tu as juste à appuyer play et ça te joue le prochain épisode. Rêve lucide, tu peux pas appuyer play et ça te joue le prochain rêve lucide. Donc, ouais, c'est vrai que c'est un peu. Ça me fait me rendre compte que bon, il y a un danger, mais beaucoup moins important que Netflix, que Facebook et que tout ça, quoi. Ok, ouais. Bien. La question aussi que je dois être posée, c'est ce que j'appelle la question du référentiel. C'est-à-dire que par exemple, je vais pas te donner mon avis là-dessus, mais certaines personnes disent par exemple que imaginons si tu veux savoir faire un salto arrière dans un rêve lucide, il faut déjà avoir vu par exemple des vidéos sur YouTube de personnes qui font des saltos arrière, parce que c'est une fois que tu as vu la technique que tu peux réellement la travailler après dans un rêve lucide. Est-ce que comme ça finalement que après en soi dans la vraie vie tu pourrais savoir faire un salto arrière? T'en penses quoi? Ce que j'en pense, c'est que c'est probablement plus facile de le faire si vous avez vu un exemple et que vous reproduisez cet exemple dans votre tête. Après, on prend l'exemple du mec qui faisait les barres parallèles et qui regardait son coéquipier faire la figure parfaite. Son coéquipier ne savait pas la faire. Donc il faisait faire la figure parfaite à son coéquipier et il regardait comment il la faisait. Donc plutôt que de faire soi-même, par exemple le salto arrière dans le rêve lucide, ce que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est regarder un mec faire le salto arrière. C'est-à-dire créer un mec et lui faire le salto arrière et le regarder. Ça peut contrer, je dirais, cet aspect-là. Et ça fait sens que, ben oui, tu dois avoir un modèle, un référentiel pour y arriver. Sauf que dans le rêve lucide, imaginons que tu n'as jamais vu quelqu'un marcher. Tu peux te démerder, tomber 10 fois et finir par arriver à marcher. Et dans le rêve lucide, c'est pareil. Ok, si tu n'as jamais de bon référentiel du salto arrière, ça va être plus difficile, mais tu peux tout simplement foirer des saltos arrière en rêve lucide. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile un salto arrière dans la vraie vie? Par exemple, dans mon expérience du salto arrière, c'est que j'ai peur de me foirer et de me péter la nuque. Dans un rêve lucide, dans un rêve lucide, tu peux pas te casser la nuque véritablement. Du coup, il y a cette partie de peur en moins qui va s'enlever, qui va faire que tu vas nécessairement faire un meilleur geste. Est-ce que ce sera le geste parfait, le geste suffisamment bien? Probablement que non, la première fois. Mais ça ne t'empêche pas de t'entraîner jusqu'à ce que tu y arrives dans le rêve lucide. Donc ça me paraît être un frein, mais pas quelque chose d'impossible. Ok, du coup merci de m'avoir donné un peu ta vision là-dessus. Ouais, je pense que avoir un référentiel, ça peut aider, mais comme j'ai pu par exemple le dire au début de la vidéo, c'est que lorsque tu vas essayer de faire un mouvement, tu auras aussi la même activation dans ta tête que si tu essayais réellement de le faire dans la vraie vie. Du coup, que tu visualises ce mouvement là maintenant ou dans un rêve, tu vas aussi utiliser les mêmes chemins moteurs. C'est-à-dire que de manière générale, même si tu n'as pas de référentiel et que tu essaies de faire des saltos, pour ton corps, c'est limite comme si tu essayais déjà de faire des saltos dans la vraie vie. Du coup, peut-être qu'il y a des choses qui vont changer, mais l'activation reste présente. Et là où j'ai envie d'aller loin,
c'est que dans les rêves lucides, eh ben, tu n'as pas les limitations de ton corps. C'est-à-dire que tu peux essayer des trucs, certes, que tu n'arrives du coup peut-être pas à faire dans la vraie vie, mais tu auras comme l'activation de ta tête. Du coup, pour l'instant, j'espère que là vous me suivez. Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous avez des membres paralysés? Qu'est-ce qui se passe si maintenant vous avez des handicaps et que maintenant, dans vos rêves lucides, dans vos visualisations, eh ben vous refaites marcher finalement des parties de votre corps que vous n'arrivez pas à faire marcher maintenant dans votre vraie vie? Qu'est-ce que vous allez maintenant réellement réussir à faire une fois que ce rêve sera fini, une fois que cette visualisation sera finie? Eh ben je trouve que là, on est sur un chemin pour moi de potentiel vraiment illimité, déjà en sport, mais surtout dans la rééducation. Putain, ça m'a l'air vraiment être un chemin incroyable pour faire des choses qu'on peut réellement pas faire là maintenant avec notre corps. Ouais, ça semble... C'est vrai que j'y avais jamais pensé comme ça, mais maintenant que tu le dis, ça semble assez évident qu'il est possible de... Alors ça dépend, je pense, du type de paralysie, mais ou du type de handicap, mais il est clairement possible de s'inventer un corps différent dans le rêve lucide, y compris un corps qui sait marcher si on ne sait plus marcher. Et bon, déjà, il y a l'aspect tout simplement, je me ressens vraiment en train de marcher, qui peut être kiffant pour quelqu'un qui a pu marcher depuis longtemps, mais en effet, ça va réactiver ces parties-là. Du coup, est-ce que ça peut les réactiver jusqu'à ce qu'ils puissent vraiment marcher? Ça, ce serait très intéressant de faire des études là-dessus. Pour l'instant, je ne crois pas que ça a été fait, mais J'ai pu voir non plus, ouais, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Et après, il y avait un autre truc que je voulais dire, mais j'ai oublié sur le moment, peut-être ça me reviendra. Ça marche. Ouais, ça me fait beaucoup réfléchir. Parce que du coup, moi, ma véritable passion dans la vie, c'est pas forcément le mouvement, c'est le développement personnel. Le mouvement s'inscrit dans le développement personnel. Mais si moi, il y a un truc que j'aime bien croire dans le dev perso, et du coup, c'est vraiment une croyance, c'est purement personnel, qu'il y a vraiment tout qui est possible dans cette putain de vie. Et ça, j'y crois réellement. Et j'ai l'impression qu'on se met énormément de limites parce que il y a un tas de monde dans cette planète qui ne sait pas faire son taf. Et je pense notamment aux médecins parce que c'est ces trucs qui me trigger assez vu que justement moi j'ai commencé à m'intéresser au mouvement parce que j'avais très mal au dos et que j'étais en STAPS aussi, je pouvais plus faire de sport et du coup ça avait énormément de conséquences très négatives sur ma vie. Et lorsqu'on parle de cancer ou justement d'être paralysé à vie, etc. Et c'est ce truc, ok, le cancer, il y a plein de formes de cancer qu'on peut pas guérir totalement. Et à chaque fois, cette notion de tu peux rien faire. Et moi, là, et je suis peut-être bizarre là-dessus, mais j'ai l'impression que est-ce que vraiment on peut pas soigner le cancer nous-mêmes? Eh ben, moi, vraiment, c'est juste ma croyance, mais je pense que ouais. Parce que je vois le travail que peut faire Wim Hof qu'avec la respiration, de pouvoir contrôler ton système immunitaire, de gens qui étaient brûlés, on leur avait dit il vous faudra une greffe de peau, ils travaillent avec Wim Hof, et boum, la peau commence à se ressourcer, pas besoin de greffe de peau. Plein de choses comme ça. Et à quoi on peut réellement avoir accès maintenant dans notre corps en travaillant justement sur la visualisation, sur les rêves lucides, essayer de créer des liens, essayer d'aller là dans les rêves lucides où la science là maintenant peut pas nous permettre d'y aller. Et du coup de refaire marcher des choses qui ne marchent pas, de pouvoir trouver des choses qui se passent dans notre corps qu'on ne pourrait pas y avoir accès avec la science d'aujourd'hui ou simplement en y réfléchissant. Et du coup pour moi ça nous ouvre vraiment un monde où je suis sûr que le cancer, ok, à voir. Paralysé à vie, ok, à voir. Moi je dis déjà testez toute votre vie avant de dire ok c'est pas possible. Et ça c'est juste ma croyance personnelle, mais je suis sûr que même si ça peut être des épreuves vraiment très dures, mais que ça reste quand même pour moi des croyances limitantes et des excuses. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué sur ce sujet-là, sur l'idée de vérité, qu'est-ce qui est vrai. Et c'est un biologiste évolutionniste qui s'appelle Brett Weinstein, je ne sais pas comment on dit, ouais. Et il expliquait cette idée de faux en pratique, mais vrai métaphoriquement. Et il disait, si je prends l'exemple de je peux guérir du cancer, par exemple. Je reprends ton exemple, je peux guérir du cancer. Admettons que ce soit faux en pratique. Admettons que ce soit faux en pratique. Si tu le crois, donc si dans ta tête c'est vrai métaphoriquement, qu'est-ce que tu vas faire? Déjà, tu vas être beaucoup plus enjoué au quotidien parce que tu as de l'espoir.
tu vas être beaucoup plus enjoué, tu vas tenter beaucoup plus de choses, tu vas, au lieu de rester là, dire bon de toute façon je suis foutu, ben, tu vas tenter plus de choses, tu vas aller faire plus d'activités, tu vas partager des meilleurs moments avec les membres de ta famille et du coup littéralement la qualité de ta vie sera meilleure. Et ce qui a été prouvé à de milliers de reprises, c'est que quand ta qualité de vie est meilleure, ton système immunitaire est plus fort. Et donc il y a plein de maladies où la maladie t'affaiblit mais c'est pas elle qui te tue. Ce qui te tue, c'est que tu vas choper une pneumonie et tu étais déjà faible et du coup ça fait un effet cascade et c'est ça qui va te tuer. Et du coup, si ton système immunitaire est plus fort parce que tu kiffes plus ta vie tout simplement, tu vas éviter cette petite pneumonie qui t'aurait flingué 2 ans avant. Et du coup, admettons que c'est une vérité pratiquement, dans le sens, c'est une vérité pratique fausse que ça te guérit du cancer. C'est métaphoriquement vrai parce que ça va te faire vivre plus longtemps pour toutes les raisons que j'ai décrites plus tôt. Et on peut prendre ça pour n'importe quoi, pour le mouvement. On a un pote qui fait des tournois de tennis pro, là en ce moment. Je peux gagner des matchs pro. Il est, je ne sais pas si vous connaissez les classements de tennis, mais il doit être 15 je crois, ou 5-6. C'est pratiquement faux. C'est faux dans le sens pratique, c'est un peu bizarre de dire ça en français, mais normalement, il est censé se faire éclater à chaque match. Ouais. Normalement, il est censé se faire éclater à chaque match, sauf qu'il se dit, métaphoriquement, il y a moyen de le faire. Je crois qu'il y a moyen de le faire. Du coup, il y va. Et certes, il s'est fait éclater sur 2 matchs, mais il en a gagné un. Et il a gagné un match pro. Il a gagné un match pro, c'est un mec lambda, comme un sportif alors qu'il ne s'entraîne pas comme un sportif de haut niveau. Surtout, ouais. Il ne s'entraîne pas comme un sportif de haut niveau, il ne mange pas spécialement comme un sportif de haut niveau. Assez lambda, il va là-bas sans entraînement contre des mecs qui sont pros, ouais. Et il en bat un. C'est un truc de fou. Il en bat un juste parce que, certes, c'était faux qu'il pouvait le battre. Mais dans sa tête, c'était vrai, il y allait. Et tu sais jamais, sur un malentendu, tu peux gagner un match comme ça. Et ça me rappelle un autre truc, je joue contre un mec, j'avais pas joué au tennis depuis 2 ans et je joue en général 1 fois par an. Jamais été vraiment bon, meilleur classement en 35 à l'époque. Et j'ai un pote qui est 30 qui me propose de jouer. Et je demande donc à cet ami en commun qui s'appelle Alexis, qui a déjà été sur la chaîne de Clément. Ouais. Et je lui dis, est-ce que tu n'as pas 1 ou 2 conseils pour que je joue contre lui? Et il me file 1 ou 2 trucs. Et voilà, le mec s'entraîne toutes les semaines, il est 30, il doit m'éclater, il doit me pulvériser. Sauf que j'y vais, je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Bien sûr qu'en pratique, c'est faux que je peux le battre. Mais métaphoriquement, si je donne mon maximum, nanana, pourquoi pas? J'y vais, je le bats en 4-7. Je le bats en 4-7. Et je joue, j'ai jamais aussi bien joué, même quand j'étais en club. J'ai jamais joué comme ça. J'y vais, je le bats. Bon, je rejoue une 2e fois contre lui, il m'éclate. Mais je l'ai battu 1 fois. Pourquoi? Parce que j'ai cru à cette vérité métaphorique. Je me suis dit, bien sûr que c'est faux, mais je vais quand même me comporter comme si c'était vrai. Et du coup, j'ai plus de chances que ça devienne vrai. Et c'est pareil pour le mouvement. Si tu veux travailler le mouvement, tu dis, ah, c'est impossible pour moi aujourd'hui de faire un salto arrière. Si tu te dis et que tu essaies le salto arrière, comment est-ce que tu vas le faire? Tu vas tenter, mais tu vas te retourner un peu de travers pour regarder, pour éviter de trop te casser la gueule. Et du coup, déjà, ton mouvement sera mauvais. Ouais. Alors que si tu te dis, ouais, ça devrait être impossible pour moi d'y arriver, mais et si j'essayais vraiment? Eh bien, tu vas faire le bon geste. Du coup, tu as statistiquement beaucoup plus de chances d'y arriver. Vous voyez l'idée? Et c'est pareil dans les rêves lucides. Si tu te dis, ben, dans les rêves lucides, je peux tout faire, tu vas tenter de faire le geste parfait. Donc, tu auras beaucoup plus de chances de le réussir. Et du coup, tu auras beaucoup plus de chances que ça s'inscrive dans ton système nerveux. Même si ce n'est pas exactement le vrai geste qu'il faudrait faire dans la vraie vie, tu vas faire ce truc-là et tu vas sentir les petites adaptations à faire pour faire le bon geste et tu vas y arriver. Et une dernière chose là-dessus, c'est qu'il y a 2 parties dans notre cerveau. Cerveau gauche rationnel qui traite les informations une par une et cerveau droit émotionnel qui est capable de traiter 1000 fois plus d'informations en même temps. Mais il n'est pas capable de les communiquer, il n'a pas le langage. Et du coup, quand on dit « ah ouais, mais je ne l'ai jamais vu, je ne sais pas comment faire », cerveau gauche ne sait pas comment faire. Mais le cerveau droit, parce que au quotidien, quand tu te bouges dans le monde, si tu fais une roulade arrière, si tu tombes, ton cerveau droit, il enregistre j'ai perdu mon mot, il enregistre tous ces signes. Ce qui fait qu'il y a des choses que ton cerveau droit sait faire que tu ne sais pas que tu sais faire.
Et du coup, Ça, c'est tellement vrai, ouais. il est tout à fait possible qu'en tombant ou en faisant d'autres choses, ton cerveau droit ait appris comment faire un salto arrière, mais sans que tu aies vraiment fait le salto arrière. Ouais. Ou en tout cas qu'il ait appris à peu près, qu'il ait appris suffisamment à peu près pour que tu sois capable d'y arriver, même si tu l'as jamais fait. Donc par rapport à cette histoire de référentiel, tu sais pas ce que tu es capable de faire. Tu ne sais pas ce que tu es capable de faire. Par contre, en rêve lucide, tu as plus de chances d'accéder à des choses qu'en fait ton cerveau droit connaissait mais qu'il n'a pas pu t'exprimer parce que le cerveau droit ne s'exprime qu'à travers les émotions et en rêve. Donc il ne peut pas te dire « Hey mon gars, tu sais faire un salto arrière. Si tu tentes, tu vas y arriver. » Il ne peut pas te le dire. Par contre, dans le rêve, tu peux y accéder. C'est ouf. C'est ouf. Et ouais, c'est tellement vrai. C'est que de manière générale, dans notre vie, à chaque fois, on essaye. Enfin, pour vivre une vie, il faut que tu aies des croyances. Parce que si tu n'as pas de croyances sur comment fonctionne le monde, eh ben, tu ne peux pas fonctionner dans ce monde. Et ce qui se passe, c'est que jour après jour, on essaie de réaffirmer ses croyances. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de voir comment mes croyances sont fausses, c'est non ok, ouais ça c'est pas, oui, ça n'a pas marché, ouais j'avais dit que ça n'allait pas marcher. J'ai dit que de toute façon j'arrive pas à faire le salto arrière. J'essaye, j'y arrive pas, j'avais dit que je pouvais pas le faire. Du coup à chaque fois on essaie de se réaffirmer là-dedans. Et je disais ça parce que j'ai oublié la suite. Tu peux répéter le dernier moment de ton argumentation pour que je puisse retrouver mon idée? Ce que je disais, c'était que ton cerveau droit, c'est... Ah voilà, c'est bon. Yes. Merci. Ouais. Et du coup, à chaque fois, on essaye de réaffirmer ses croyances. Et lorsque j'apprenais à faire le muscle-up, je me dis, j'arrive que à faire la partie soulevée du muscle-up, mais j'arrive pas, ou lorsque je suis comme ça sur mes anneaux, à redescendre. Je me suis dit, j'y arrive pas. C'était ma croyance, j'y arrive pas. Et du coup, à chaque fois, je n'essayais pas de faire la partie où je descends parce que je me dis, je vais me faire mal, ça va être trop dur pour mes tendons, ça va être la blessure. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer après ça? Je ne pourrai plus faire de mouvement, etc. Et ça va me faire chier. Et à un moment donné, je me suis laissé la permission de descendre. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'arrivais à faire ce putain de mouvement, j'arrivais à le faire pendant tout ce temps. Sauf que j'avais cette croyance, je me suis dit non, j'arrive pas à le faire. Lorsque je faisais les muscle-up, à chaque fois, bien sûr, je mettais mon attention sur finalement ce que je peux pas faire pour renforcer cette croyance. Alors que si j'étais pas dans ma tête et que je m'étais simplement donné l'espace pour ressentir les choses et essayer, et de me donner le contexte pour essayer, j'aurais pu remarquer qu'en fait si j'y arrive. Et du coup, ce qui vient en rêve lucide, c'est que justement, tu donnes ce contexte. Tu te donnes plus facilement la permission. Et tu parlais de muscle-up, ça me rappelle tout simplement la première fois que tu en as fait, où tu étais chez moi, tu te rappelles? Ouais. Et tu me disais, non, mais je peux pas encore y arriver. Oui, c'est oui. Moi, j'étais en mode, mais vas-y, fais-le maintenant. Maintenant, tu le fais pour rigoler un peu, à le pousser comme ça, et boum, tu passes un muscle-up. Et là, tu dis non, mais de toute façon, j'avais juste la force pour un et tout. Je dis, tu le refais maintenant, tu le refais. Et t'en as passé, je sais plus combien, 4 ou 5 d'affilée. Ouais. Alors que tu te disais, non, déjà, un, ça lui semblait impossible. Non, je peux pas encore le faire. Il en passe un. Et après, je le repousse comme un malade en rigolant. Et il en passe 5. Donc, il pensait être capable d'en faire 0. Il en enchaîne 5. Ouais. Et on parlait du salto arrière. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, mais j'étais dans la jungle, là, en Indonésie. Et j'étais au bord de la rivière. On se lavait dans la rivière. Et le gars, il me dit fais un salto pour rigoler. Et moi, j'étais là, non, il n'y a pas moyen. Et du coup, je saute et je fais un vieux plongeon. Je pourrais peut-être t'envoyer les vidéos si tu veux les ajouter. Je fais un vieux plongeon retourné. J'ose pas le faire parce que dans ma tête, c'est impossible que je sache faire un salto arrière. Enfin, je n'ai jamais fait, je vois pas. Et je remonte. Et là, je me dis bon, quand même, c'est de l'eau, tu risques rien. Ce serait marrant de le tenter. Et je l'ai tenté. Et j'enverrai les vidéos, j'ai fait un salto arrière pas dégueulasse. Clairement, si c'était pas de l'eau, je me serais éclaté les genoux. Mais c'est déjà beaucoup plus que ce que j'aurais pensé être capable de faire. Donc certes, j'ai pas encore, peut-être pas d'ailleurs. Et il semble que j'ai pas encore le salto arrière en moi, mais je suis pas si loin, je suis beaucoup moins loin que ce que je pensais. Et vous le verrez certainement dans la vidéo. Voilà, je pense que tout est mal fait dans ce mouvement, mais je suis pas si loin. Je suis pas si loin, au moins de retomber sur mes pieds virtuellement dans l'eau. Ouais, c'est ouf. Et ouais, aussi pour en revenir au muscle-up, vu que là ça fait genre 3 mois que j'ai plus travaillé sur les anneaux,
Je me suis focalisé sur d'autres trucs en mouvement. Et du coup, j'ai rien fait du tout. J'ai fait 0 traction ou pompe ou dips ou quoi que ce soit qui pourrait me faire toujours savoir faire des muscle-up. Et du coup, j'ai en soi clairement pas la force, on pourrait se dire, de pouvoir nous faire des muscle-up avec 3 mois en n'ayant vraiment rien fait, qui pourrait me faire garder la force ou me faire augmenter ma force. Surtout que maintenant, j'ai perdu aussi pas mal de masse musculaire et enfin plein de choses aussi à côté. Et avec un pote, je suis allé dans un parc et j'avais emmené mes anneaux parce que je me disais, ah, ça fait longtemps, j'ai comme réessayé. Et j'ai gardé ça en tête justement de la dernière fois. Je me suis dit, allez, juste pour le fun, j'essaye un muscle-up. Mais dans ma tête, si je me disais juste pour le fun, dans ma tête, je vais comme réussir. Et j'ai pris les anneaux et j'ai fait un muscle-up parfait. Sans entraînement, 0. Et après, il y a des gens qui disent, ah, je me suis entraîné pendant 6 mois et j'ai enfin réussi à faire mon muscle-up. 6 mois d'entraînement pour un muscle-up? Non. Jamais de la vie. Donc voilà. Sinon, j'aimerais bien qu'on rentre dans une partie maintenant plus pratique. C'est ok, les rêves lucides, vachement cool. Comment on fait? Alors comment on fait les rêves lucides? Je voudrais un peu différencier, faire 2 parties pour ma réponse sur ça. Pourquoi? Parce que il y a plein d'éléments à prendre en compte pour arriver à faire des rêves lucides. Il y a plein de petits exercices à mettre en place au quotidien pour arriver à faire des rêves lucides. Sauf que il y a une technique qui s'appelle FILD, F-I-L-D, et qui prône pouvoir faire des rêves lucides en 1 minute, sans entraînement. Et je vois cette technique, je me dis bon, ça paraît un peu gros et un peu titre putaclic, comme on dit dans le milieu. Mais je vais voir, j'essaie. Et je décrirai la technique plus tard, mais je teste la première nuit, je vois la technique, je teste le soir même, boum, rêve lucide du premier coup. Je me dis bon, j'ai peut-être eu un coup de chatte, un coup de chance, on va parler plus correctement, j'ai peut-être eu un coup de chance. Et là j'en parle à mon pote Julien avec qui je faisais mon défi 30 jours, il essaie le soir même, boum, rêve lucide. Je me dis waouh, c'est vraiment étrange que 2 personnes d'affilée arrivent, mais bon, on est en train de faire toutes ces choses-là, peut-être. Et je fais une vidéo qui s'appelle Comment faire un rêve lucide en 1 minute, méthode Field. Et allez voir la vidéo, allez regarder les commentaires. Il y a, je ne sais pas combien, mais il y a au moins 15 personnes qui ont écrit dans les commentaires « J'ai essayé, ça a marché du premier coup ». Et même des gens qui m'ont écrit, notamment en message perso, qui s'étaient jamais vraiment intéressés au rêve lucide, mais qui ont testé la technique et qu'elle a marché du premier coup. Même pour des gens qui n'ont rien mis en place pour réussir à faire les rêves lucides. Donc ça semble vraiment incroyable. Moi-même, chaque fois que j'ai un nouveau commentaire qui me dit « ça a marché du premier coup », je me dis « mais c'est pas possible, c'est pas possible ». Mais pourtant, les commentaires tombent, les gens y arrivent du premier coup. Donc, il y a la façon longue d'apprendre les rêves lucides et il y a cette technique qui marche a priori pour beaucoup de monde du premier coup, ou en tout cas qui marchera assez rapidement pour vous pour faire des rêves lucides. Je pense que c'est important de faire les deux. C'est important de faire les deux parce que si vous arrivez à faire un rêve lucide, ça va vous donner tellement plus de motivation pour continuer le travail que c'est important d'arriver à faire un rêve lucide rapidement. Maintenant, si vous ne travaillez pas les autres techniques un peu plus longues, ce qui va se passer, c'est que vous risquez d'oublier en vous réveillant le matin les détails du rêve lucide. Et du coup, vous ne pourrez pas vraiment pratiquer, vous ne pourrez pas vraiment faire d'expérience parce que vous ne vous rappellerez pas de votre rêve. Donc, il y a plein de choses à mettre en place pour avoir plus de chances de se rappeler de son rêve. Et je dirais que le truc numéro 1 par rapport à ça, c'est d'avoir un journal de rêve. C'est-à-dire le moment où vous vous réveillez le matin, vous notez tout ce que vous pouvez vous rappeler de vos rêves de la nuit. Tout, le moindre détail stupide, vous le notez. Pourquoi? Parce que ça va dire à votre cerveau, c'est important que tu te rappelles de ça. Et du coup, au fur et à mesure, vous allez vous rappeler de plus en plus de vos rêves et ça va vous faire connaître de mieux en mieux votre monde de rêve. En fait, ce qui va se passer quand vous connaissez mieux votre monde de rêve, c'est que vous allez de plus en plus souvent soupçonner que vous êtes en train de rêver. Vous allez de plus en plus souvent remarquer « Ah, ça, c'est pas très logique, je dois être en train de rêver ». Et quand vous avez ce moment-là de « C'est pas trop logique, je dois être en train de rêver », vous pouvez faire ce qu'on appelle un test de réalité où il s'agit de faire quelque chose qui serait impossible dans la vraie vie. Et si vous y arrivez, c'est la preuve que vous rêvez. Alors moi, celui que je fais, que je préconise dans la méthode Field et qui marche 100% du temps pour moi, c'est je me bouche le nez et j'essaie de respirer par le nez. Si en vous bouchant le nez,
vous arrivez à respirer par le nez, c'est que vous êtes en train de rêver. Un autre truc que vous pouvez faire, c'est regarder vos mains. Et 100% du temps, dans les rêves lucides, quand vous regardez vos mains, elles sont différentes. Soit il y a 1 ou 2 doigts en plus, soit l'aspect est différent. Elles sont différentes. Et du coup, l'idée, c'est d'abord de développer votre souvenir de rêve et ensuite de prendre l'habitude de questionner la réalité. C'est-à-dire même quand vous êtes éveillé, vous êtes sûr que vous ne rêvez pas, dès qu'il y a un truc un petit peu louche, dès qu'il y a un truc un peu bizarre, vous vous bouchez le nez et vous essayez de respirer. Vous faites le test. De telle sorte que vous aurez beaucoup plus de chances dans votre rêve, quand il y a un truc bizarre, de penser à faire le test et du coup de voir que vous êtes en train de rêver et de lancer la lucidité. Donc ça, je dirais que c'est un peu la base pour réussir à faire des rêves lucides. Et après, il y a la méthode Field, où le plus simple, ce serait que vous ayez voir la vidéo correspondante parce que j'exprime vraiment bien en détail et mon expérience et vous avez l'expérience des autres dans les commentaires. Mais l'idée, c'est toutes les nuits, vous avez des micro-réveils. Toutes les nuits, il y a des moments où vous vous réveillez pour changer de position aussi ou ça. Et si vous ne mettez pas l'accent sur les rêves lucides, vous ne vous en rendez pas vraiment compte, vous vous réveillez et puis vous vous rendormez, vous ne vous rappelez plus en vous réveillant que vous êtes réveillé pendant la nuit. Mais quand vous vous dites « je veux faire des rêves lucides, je veux exploiter ce moment où je me réveille », vous allez voir que vous allez vous en rendre compte dès la première nuit. Donc ce qui se passe, c'est que vous vous dites « ok, cette nuit, je veux faire un rêve lucide, je veux me réveiller, enfin je veux tester la technique dès que je me réveille ». Et vous allez avoir un moment où vous allez vous réveiller dans la nuit, vous en avez 4 ou 5 par nuit, et là, vous n'allez pas bouger. Vous restez immobile et vous prenez vos 2 doigts et vous les bougez très doucement comme si vous pianotiez sur un piano, comme ça, littéralement comme ça, mais tout doucement. C'est-à-dire c'est presque imperceptible le mouvement. Et vous faites ça pendant 1 minute. Et vous essayez de sentir le moment où vous partez. Parce qu'en fait, quand on se réveille au milieu de la nuit, on va se rendormir en moins d'1 minute en général. On va bouger, changer de position et boum, on repart dans le rêve. Et donc là, vous bougez très doucement vos doigts. Et ce que ça fait, c'est que ça garde votre cerveau gauche éveillé. Ça garde la partie rationnelle de votre cerveau éveillée par ce mouvement, ce qui fait que vous amenez votre cerveau gauche rationnel dans le rêve lucide. Et au bout d'1 minute, vous testez, vous faites un test de réalité. Alors il y en a plusieurs. Moi, celui que je fais toujours, c'est me boucher le nez. Et la première fois que j'ai fait ça, je me suis dit évidemment que je ne suis pas en train de dormir, je vois bien, je suis encore dans mon lit, je sais que si je lève mon bras du lit, je dois faire le geste et ça ne va pas marcher. Mais je me dis bon, pour le test, je le fais quand même. Et là, je tire mon bras du lit, je sens l'effort que ça me demande, je me bouche le nez et là, je suis sous le choc, j'arrive à respirer. Tout était comme dans la réalité, j'étais vraiment sûr à 100% que je ne dormais pas et en fait je dormais. Et donc ça c'est en 1 minute, mais allez regarder la vidéo, ça vous donnera vraiment précisément la marche à suivre, mais vraiment c'est l'idée que j'étais sûr à 100% que je ne dormais pas et pourtant je dormais et ça m'a déclenché le rêve lucide. Donc voilà, je pense que ça peut vous donner, je dirais grossièrement avec ça, vous avez de quoi faire un rêve lucide dès ce soir probablement, mais je vous invite quand même à aller regarder la vidéo méthode Field sur ma chaîne et éventuellement si vous voulez bien vous préparer, j'ai une série de vidéos qui s'appelle « Apprenez avec moi les rêves lucides » et l'idée c'est que plus vous mettez des éléments qui touchent au thème du rêve lucide dans votre vie éveillée, plus vous avez des chances d'y penser pendant la nuit et du coup de déclencher la lucidité. Voilà, mon conseil pour le début c'est faites la méthode Field et testez pas trop de choses en même temps parce que vous allez vous noyer dans le truc. Concentrez-vous juste sur la méthode Field et à votre journal de rêve. Ok, vu qu'à la fin de la vidéo, j'ai toujours l'occasion de pouvoir mettre la vidéo de quelqu'un ou même une playlist il me semble. Du coup si je peux mettre une playlist, tu préfères que je mette la playlist ou plutôt que je mette ta vidéo? Je pense que c'est mieux de mettre la vidéo méthode Field parce que c'est ça qui va être le cœur du truc. Après vous pouvez facilement tomber sur la playlist, vous allez sur l'accueil de ma chaîne, il y a une playlist qui s'appelle Rêves lucides et interprétation des rêves. Vous pouvez la retrouver. Mais l'essentiel c'est de regarder cette vidéo parce que vraiment elle a des résultats de fou. Et chaque fois que je regarde les commentaires, je suis sous le choc moi-même, j'y crois pas, je me dis c'est pas possible que ça marche aussi bien. Et j'ai pas d'intérêt à vous vendre cette méthode, c'est pas ma méthode, c'est une méthode que j'ai prise à un youtubeur anglais qui s'appelle Jeez Edwards. Donc c'est pas je vends mon truc, c'est pas mon truc, c'est pas ma méthode, c'est juste que je l'ai testé, ça a marché. Je me suis dit bon je vais la partager et je vois dans les commentaires que ça marche pour énormément de gens dès la première fois. Donc c'est pour ça que j'insiste sur cette vidéo, c'est pas pour me faire ma propre pub, c'est parce que les résultats ont l'air dingues.
quand on regarde les commentaires, les résultats ont l'air dingues. Donc voilà, je vous invite à regarder ça en premier et à tester ça en premier. Et puis après, vous pouvez regarder les autres vidéos pour aller plus en profondeur. Mais déjà, rien qu'avec ça, j'ai plein d'exemples dans les commentaires. Vous allez voir que je ne les invente pas. J'ai plein d'exemples dans les commentaires de gens qui n'ont pas forcément d'expérience dans ça et qui y arrivent dès le premier coup avec cette technique. Ok, ça marche. Merci vraiment pour toutes ces infos. Est-ce que tu as envie de rapidement parler aussi de ta chaîne, où on met simplement la vidéo et ils regardent par eux-mêmes? Ouais, juste globalement, ma chaîne, c'est une chaîne qui touche plus à la séduction et au fait de devenir un guerrier authentique, de devenir plus fort. Le cœur de ma chaîne, c'est apprendre. On dit il faut être soi-même. D'accord, comment on fait? Ma chaîne, le but de ma chaîne, c'est d'apprendre à être soi-même pour être plus séduisant, mais aussi pour se sentir plus fort, pour être plus heureux. Et j'ai donc une technique précise qui s'appelle la connexion authentique pour travailler tout ça. Mais globalement, ma chaîne, ça parle de la séduction et ça parle des rêves dans le même but pour arriver à un endroit où je me sens plus heureux, plus fort, où j'ai plus de maîtrise sur les processus inconscients qui me gèrent, tout simplement où je suis plus fort émotionnellement, je suis plus en contrôle de ce que je fais, je me sens plus heureux et je suis plus séduisant. Ok, ouais. Du coup, pour les gens qui ont regardé mes vidéos qui parlent des émotions, de la bioénergétique, du rapport de notre corps par rapport aux émotions, etc., c'est des sujets qu'on va aussi énormément retrouver sur sa chaîne. Notamment ce que je parlais du circling, du jugement et de plein de vidéos où je parlais de l'ego et de plein d'autres choses. C'est vraiment les choses que vous allez retrouver sur sa chaîne et qui peuvent être vraiment très intéressantes, que vous soyez un homme ou une femme. Donc voilà. Bah écoute, merci beaucoup pour cette vidéo, je trouve que c'était vraiment super intéressant. Bon, je me rends compte que quand même la vidéo doit être assez longue. J'espère que les gens sont vraiment allés jusque là parce que ça vaut le coup. Je pense que je referai une intro parce qu'on a parlé de plein de choses où au début je me suis pas imaginé, où je me suis pas imaginé qu'on allait parler de ça, quoi. Et vu qu'elle est longue aussi pour vraiment dire aux gens que ça vaut le coup. Mais donc merci à toi pour toutes ces infos. Tu veux rajouter encore quelque chose ou... Merci à toi pour l'invitation et je suis les débuts de ta chaîne et depuis le début je sais que ça va être un truc énorme. Alors si vous faites partie de ces premiers abonnés, ça va être un truc énorme. Donc restez accrochés et vous verrez que dans un an, sa chaîne sera monumentale et tout le monde va dire « Ah, tu connais Mouvement Conscient ?» Vous ferez partie de ceux qui connaissaient depuis le début. Vous ferez partie de ceux, outre le fait qu'ils connaissaient, qui ont travaillé ça depuis le début. Cette chaîne va être énorme, c'est sûr à 100%. Et c'est cool d'avoir suivi le processus depuis le début. Enfin, moi, j'en suis convaincu depuis le début, je suis l'évolution. Et il n'y a pas... Vous pouvez... En fait, je voudrais terminer en disant ça. Il n'y a pas d'autre choix que de travailler sur soi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez faire si vous ne travaillez pas sur vous? Vivre la même vie, galérer, avoir les mêmes galères, ça ne sert à rien. Pour moi, il n'y a pas d'autre but dans la vie que de kiffer et de travailler sur soi. Et je trouve que la chaîne de Clément représente la profondeur du travail sur soi physique et physico-émotionnel. Et ça me semble très important. Moi, j'essaie de mettre ça en place dans ma vie. Voilà, sachez que vous faites partie des pionniers de ça en France. Et dans quelques années, ce sera évident pour tout le monde. Vous serez là depuis le début. Et je trouve ça cool, tout simplement. Donc, continue de faire tout ça, Clément. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos ensemble, parce que c'est toujours un plaisir. Et voilà, au plaisir de voir ce que c'est de la donne. Je ne sais pas trop ce qu'on a dit, on est un peu parti dans tous les sens. Je serais curieux de revoir ce que j'ai dit. Ah, j'ai dit ça. Voilà, c'est cool, merci de m'avoir invité. Wow, merci beaucoup, ça fait super plaisir que tu aies dit ça. Et je sens aussi un peu de pression. Ah ouais, du coup, faut vraiment que je fasse un taf aussi, mais aussi un peu de confiance par rapport à ça, où je me dis, je suis comme fier, très fier même du contenu qu'il peut y avoir sur cette chaîne. Et je trouve que ce genre de vidéo représente aussi vraiment l'esprit de cette chaîne et ouais, c'est cool comme tu dis. Donc voilà, merci. Et merci à vous d'avoir regardé jusque là, j'espère que ça vous a plu. Et en attendant, passez une bonne journée. Bye. Ah oui, si vous avez des questions, posez tout dans les commentaires et j'y répondrai. Aussi toi, si jamais tu peux aussi y répondre. Donc voilà, bye.